Bon week-end, bienvenue aux 7h de ce samedi 25 janvier 2025. Une nouvelle édition sur la télévision nationale congolaise, encore une fois de plus. Bienvenue à tous. Parlons situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion du Conseil national de la défense élargie pour évaluer la situation notamment humanitaire dans cette partie du pays. Le compte rendu a été fait par les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a également annoncé les décès du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Et pour honorer la mémoire de ces vaillants soldats, les instructions fermes ont été données pour déloger ces ennemis de la paix soutenus par le Rwanda. Reportage. C'est une réunion dictée par le dernier développement de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Réunis autour du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, tous les membres du Conseil supérieur de la défense, notamment les membres du gouvernement et les responsables des différents services de défense et de sécurité, ont fait le point de la situation au front marquée par des attaques des forces armées rwandaises envers les populations civiles. Face aux forces coalisées autour de l'armée rwandaise, les FARDC ont défendu avec patriotisme et courage l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Dans la défense du territoire national, le gouverneur militaire est tombé arme à la main. C'était une information très capitale du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Zalendo, VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a donné des instructions claires et précises pour que les forces ennemies soient mises hors du territoire national et que rien ne va ébranler l'unité nationale. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement. Le Conseil supérieur de la défense a demandé à la population de rester soudée autour du commandant suprême dans la lutte pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Goma, la ville est calme aux alentours de cette entité. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé les forces négatives jusqu'à la frontière, créant ainsi un séisme au sein des groupes armés, des groupes rebelles soutenus par le Paul Kagame du Rwanda. Il faudrait donc envoyer la guerre de l'Est d'où elle est venue. Une succession de faits en démontre la nécessité, comme le présente ici Edith Chala. Cette offensive a des effets dévastateurs sur la population civile et a accru les risques d'une régionalisation de la guerre. Parlant des récentes attaques de RDF sous le label du M23, c'est ce que dit le communiqué du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il le dit avec un placard plein des rapports de ses experts des Nations Unies qui confirme la présence meurtrière des militaires rwandais sur le sol congolais en violation du droit international dont les Nations Unies sont gardiennes. Antonio Guterres est troublé par le rapport de ses experts. Le Rwanda, membre des Nations Unies, qui viole ses principes et n'écope d'aucune sanction. Ce qui est à craindre va certainement arriver, la guerre va se régionaliser. Le processus de Luanda pour lequel la RDC s'est investie et auquel le monde croit est superbement ignoré par la belliciste partie rwandaise. Kagame doute de l'impartialité angolaise, mais comment l'être en situation d'injustice? Desmond Tutu a dit que le neutre en situation d'injustice est du côté de l'oppresseur. Dans ses échanges avec le président turc
Recep Tayyip Erdogan, où la question congolaise a largement été évoquée, le président rwandais sollicite sa médiation. Ankara soutient le processus de Luanda, comme tout le monde, et ses juges, prêts à approcher les vues des protagonistes. Si le droit international n'a pas changé dans l'entretemps, le maître de Kigali sera confronté au même problème. Son armée pille, viole, détruit l'environnement en RDC sans y être invité. C'est la violation du droit international. Face aux fausses rumeurs sur les avancées des rebelles dans la ville de Goma, une situation à la base des psychoses et des mouvements de déplacement, présentement la calmie est observée. Les activités ont repris dans cette ville. Depuis Nord Kivu, nos correspondants nous font revivre les quotidiens de la population riveraine. Reportage. Les activités en ville de Goma reprennent progressivement au lendemain de la panique observée le jeudi 23 janvier, selon le constat fait ce vendredi 24 janvier dans la matinée. À titre illustratif, à l'abattoir moderne de Kituku et au marché, les activités notamment d'abattage se sont déroulées comme d'habitude et où certaines vendeuses de la viande ont manifesté leur sang-froid en signe de patriotisme. Cette ronde s'est poursuivie jusqu'à Lushagala, à l'endroit communément appelé Kimashini. Occasion pour le chef de division provinciale de la jeunesse et de l'éveil patriotique au Nord Kivu, Guy Kibira, de saluer l'esprit de résilience observé dans le chef de la population appelé à ne pas paniquer. Selon lui, parmi les priorités des institutions, on note la sécurisation du territoire national, la protection des civils, pour ne citer que cela. Je ne sais de partout dans le monde que les Congolais, plus que jamais, ils ne peuvent céder leur territoire, puisqu'il n'y a pas de Congolais sans le Congo. Et comme vous le voyez au-dessus de moi des hélicoptères, comme vous voyez autour de moi la population, elle reste résiliente et nos forces loyalistes continuent à défendre la patrie. C'est ici pour moi de lancer un appel vibrant, surtout à tous les responsables des institutions constitutionnelles. De grâce, il faut qu'ils changent de priorité. La priorité de notre pays passe d'abord par la sécurisation de notre territoire et plus la protection des civils, des populations et de leurs biens. On ne peut pas vivre d'année en année en fuite, de déplacer en déplacer. Ici nous sommes dans le Chagall. Et les gens sont morts ici, là où les ennemis ont lancé des bombes. C'est ici. Moi je me retrouve ici, c'est parce que la vie continue et la population a décidé de ne pas céder leur territoire. Alors, il revient au gouvernant de ne ménager aucun effort pour sécuriser la population et ses biens et pour bouter hors du territoire congolais tous nos ennemis. Notez que la population qui a déjà le moral haut, selon le constat, est appelée à continuer à soutenir les FARDC appuyés par les Ouazalendo sur le terrain, a-t-il conclu. Restons toujours dans la province du Nord Kivu. Après ces fausses informations spéculées par les ennemis de la paix, la population s'est exprimée. Réaction. La situation qui se passe à l'Est, ça fait très mal vraiment. Il n'y a personne qui va encourager ça. Mais seulement, il faut les ravitailler. Après ça, on va renforcer moral et dramakasi pour nous sommes de cœur avec eux. Le bon Dieu ne va pas les laisser comme ça. Le bon Dieu va agir seulement. Moi, je compatis avec nos frères de Goma parce que ceux qui vivent là, nous sommes loin d'eux. Hein. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes là, voilà. Donc, vous m'avez trouvé en train de marcher calmement et tout ça. Mais nos frères là-bas à Goma, c'est chaque jour qui pleure. On ne sait pas, on ne peut que compter à nos chefs, à notre gouvernement pour faire quelque chose. Mais la vie que nos frères mènent à Goma, c'est vraiment impensable. Moi, je me mets à leur place, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font. C'est toujours ce coin de l'Est là qui est attaqué. Franchement, ça fait mal au cœur. Il faut que le gouvernement agisse parce que nous ne voulons pas perdre la partie de notre pays. Nous devons être unis et le gouvernement doit mettre vraiment tout ce qu'il faut pour que nous récupérions la partie que la rébellion est en train de prendre. Nous disons à la population de l'Est que nous prions pour eux et nous faisons tout, qu'ils n'aient pas peur et qu'ils soient toujours courageux parce que nous sommes là et nous allons faire quelque chose pour eux, des marches pour les soutenir.
Quittant la province du Nord Kivu pour se rendre au Vietnam où il séjourne, le rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Njoli a dénoncé la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo. C'était au cours de la clôture de la réunion du bureau des assemblées parlementaires. Animbalaka pour les détails. Le rapporteur de l'Assemblée nationale de la RDC a encore une fois dénoncé la guerre d'agression dont est victime le pays de la part de son voisin le Rwanda et la passivité de la communauté internationale. Le professeur Jacques Njoli l'a exprimé lors des travaux de la réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se sont clôturés le vendredi 24 janvier 2025 dans la ville de Kinto au Vietnam. On a souligné la spécificité de la crise congolaise qui est un conflit international. Ce n'est pas un conflit interne pour parler du dialogue interne et surtout on a souligné la présence, n'est-ce pas, de troupes rwandaises sur le sol congolais. Conscient du fait que l'accompagnement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ne peut que s'inscrire dans une démarche diplomatique, le rapporteur de l'Assemblée nationale a tout de même reconnu la nécessité et les rapports conjugués au niveau de la RDC dans le cadre d'une solution militaire. D'après les représentants de l'Assemblée nationale de la RDC à la réunion de l'APEF, il faut une réponse immédiate pour arrêter l'hémorragie et les velléités hégémoniques du président rwandais Paul Kagame et ses alliés. Plusieurs d'autres questions ont été abordées lors de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est beaucoup plus penché sur l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la riposte au changement climatique, défis auxquels la République démocratique du Congo est reconnue comme pays solution. De retour dans la capitale congolaise, vers la digitalisation des villes et réglementation de la circulation routière intelligente. En République démocratique du Congo, la RDC s'inspire de la méthode israélienne pour le contrôle de ces routes à travers un système télésurveillance. L'ambassadeur israélien a présenté les programmes Villes intelligentes au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacques Chabani. Image commentaire. La République démocratique du Congo s'inscrit dans la dynamique de la digitalisation des villes et la gestion intelligente du trafic routier à travers un système télésurveillance permanent, des suivis de la circulation des véhicules et à visualiser également les gestes des piétons durant leur trafic sur la chaussée. Une technologie efficace visant à résoudre les problèmes liés à la circulation routière, une gestion intelligente des stationnements à distance, les tracasseries routières qui des fois occasionnent des embouteillages sur la chaussée, la sécurisation des personnes passantes. Pour parvenir à cette nouvelle technologie, les pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'inspire de la méthode israélienne. Porteur d'un programme appelé Ville intelligente, le diplomate israélien Shimon Salomon a présenté ses programmes au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacques Chabani. Un moment de partage d'expériences technologiques dans les domaines sécuritaires. Je viens d'être avec le ministre de l'Intérieur. Je dois dire que comme nation, Israël est aussi expérimenté en matière de sécurité intérieure. Alors nous avons eu à échanger beaucoup de choses, telles qu'en matière de ville intelligente avec son excellence. Il y a trop qu'on a parlé et nous aimerions mettre en pratique et on va garder les contacts. And different areas that we can share and to see collaboration also in this area. Durant plus d'une heure, les deux personnalités ont également évoqué la problématique sur la situation sécuritaire dans les provinces et le développement des entités territoriales décentralisées. La République démocratique du Congo va accueillir les travaux du 8e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines en 2026. Le président de la Cour constitutionnelle a présenté l'état des préparatifs à la 18e réunion du bureau exécutif de l'organisation qui se tient au Caire en Égypte. Edith Yala pour d'autres détails. Le New Caire, capitale de l'Égypte, abrite depuis vendredi 24 janvier les travaux de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, CCJCA. L'ouverture des travaux a été présidée par Luke Malaba, juge en chef du Zimbabwe et président en exercice de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. En sa qualité de premier vice-président de la CJCA, Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle de la RDC, a fait le déplacement de la nouvelle capitale égyptienne. Cette réunion a examiné plusieurs matières de la compétence du bureau exécutif. C'est dans ce cadre qu'il lui a été demandé de présenter les prévisions sur l'organisation du 8e congrès de la CJCA
prévue en 2026 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Signalons qu'en marge de cette rencontre, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a eu des échanges fructueux avec son homologue marocain. Des échanges qui s'inscrivent dans le cadre de l'accord de coopération entre les juridictions constitutionnelles de leurs deux pays. Le président de la Cour constitutionnelle du Maroc, Amin Ben Abdallah, a salué les avancées significatives de la RDC dans la mise à la disposition du grand public de ces décisions judiciaires. Bien avant, le président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Dieudonné Kamuleta, avait été accueilli par l'ambassadeur de la RDC au Caire, Jean-Baptiste Kassongo Musenga. Inauguration du bâtiment de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. D'après les vice-premiers ministres de la fonction publique, cet immeuble de la SENSAP s'inscrit dans la redynamisation des activités des agents et fonctionnaires de l'État. Nadine Kilocho. Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, dispose désormais d'un bâtiment qui illumine le cœur de cette agglomération située au bord du fleuve Congo. Après la pose de la première pierre par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de rapprocher la SENSAP de ses affiliés, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a procédé à l'inauguration du nouveau siège provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP en sigle ce jeudi 23 janvier 2025 en présence des autorités provinciales. Dans son mot, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a martelé sur la ferme volonté du gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, de tout mettre en œuvre pour garantir une bonne gestion de carrière et assurer une retraite digne grâce au nouveau système de sécurité sociale. Suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette cérémonie nous offre une vue panoramique de la volonté du gouvernement piloté par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, aujourd'hui Soumiwa Toulouka, de standardiser les conditions modernes de la prise en charge des retraités et des rentiers. L'érection de ce nouveau siège de la SENSAP dans la province de l'Équateur rapproche la SENSAP avec les usagers pour une bonne prise en charge à proximité. Je voulais d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant qui a donné cette vision à notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de penser à nos retraités. Après Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, qui s'organise dans la Tchopo, d'autres sièges de la SENSAP, notamment au Congo central et au Kassai oriental, devront être inaugurés dans un futur proche. Cette dotation de meubles produits par le service national remis aux maisons communales constitue le deuxième lot de chaises, tables, armoires et fauteuils pour bureaux réceptionnés par le bourgmestre de 9 communes de la ville de Kinshasa. Et c'était en présence du gouverneur de la ville, nous dit Edith Chala dans ses reportages. En amont, 15 municipalités de la capitale ont bénéficié de ces meubles du bureau. Et voici les derniers lots pour les 9 autres. Des mobiliers fabriqués dans le respect des normes. Un travail sorti des ateliers des bâtisseurs, hier Kuluna. Une première au profit du personnel de l'administration publique et non un dernier geste a signifié le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. Un voyage quel qu'il soit commence toujours par un pas. Le pas que le service national vient de poser sur instruction du chef de l'État et commandant suprême en faveur de communes de la ville-province de Kinshasa est peut-être le premier, mais il ne sera sans doute pas le dernier. Présent à cette activité, le chef de l'exécutif provincial, Daniel Bumba, a appelé les bénéficiaires bourgmestres à une utilisation efficiente. Les meubles mis à la disposition de vos communes sont de bonne qualité. Ils ont été fabriqués par les fils et filles de ce pays avec le bois issu de nos forêts et je vous demande de veiller à leur bonne utilisation et de les répartir entre les différents services. Je ne voudrais pas apprendre plus tard que ces mobiliers ont pris une destination autre que la leur. Le service national n'en est pas à son premier geste pour Kinshasa. Déjà, il intervient efficacement et régulièrement dans les opérations d'assainissement. Un reportage signé Cédric Kenina. Parlons ces cadres de promotion pour les petites et moyennes entreprises
Congo Support PME.com, c'est cette plateforme digitale dans le but de permettre les petites et moyennes entreprises de vendre leurs images à travers le monde. D'autres détails dans ces reportages signés Odilon Kayumba. L'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM, dotée d'un instrument très efficace. Il s'agit de la plateforme Congo Support PME.com, ici remise au directeur général de l'APROCEM par le ministre de l'Industrie, Louis Watoum Kabamba. Nouvelle technologie de l'industrie oblige, cette plateforme digitale a la mission d'enregistrer toutes les petites et moyennes entreprises congolaises afin de les promouvoir, c'est-à-dire donner l'opportunité aux petites et moyennes entreprises congolaises de vendre leurs services à travers le monde et surtout leur faciliter l'accès à des grands marchés évalués à millions de francs congolais. Le projet vise à créer des emplois qui vont créer des richesses et cela va bénéficier à tous les Congolais. Cette plateforme digitale que vient de bénéficier l'APROCEM est le fruit de partenariats avec la structure Transform, spécialiste en matière de montage des plateformes digitales, un partenariat bien sûr sanctionné par un protocole d'accord. Une fois que la plateforme est mise en ligne, elle est accessible au monde entier. Pour s'approprier la dite plateforme digitale, le personnel de l'APROCEM, l'œil de la présidence de la République, aura droit à une formation de quelques jours. Le ministre de la formation professionnelle a reçu en audience une délégation de l'ASBEL Expo Béton. L'objectif est de converger le vu, question de promouvoir la création d'emplois en République démocratique du Congo. Eric Kabamba pour les reportages. Formation d'une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la construction en RDC, les ministres de la formation professionnelle et les clubs des acteurs de bâtiments et travaux publics et la Chambre de métiers et artisanat décident de s'allier en vue de cheminer ensemble pour l'atteinte des objectifs communs. C'est jeudi 23 janvier 2025, Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle, a reçu en audience une délégation de cette organisation conduite par le président de l'ASBEL Expo Béton, Jean Bamanissa Saïdi, qui avait à ses côtés, entre autres, l'ingénieur Roger Kankwende, secrétaire exécutif. La création d'emplois est l'un des premiers piliers du gouvernement de la République, lequel est inscrit dans la vision du chef de l'État visant la création de plus de 6 millions d'emplois. Ensemble, avec le ministère de la formation professionnelle, il en est question, mais aussi de la certification après la formation. Quant à la 9e édition de l'exposition Béton, événement prévu du 12 au 15 mars dans la ville de Lubumbashi, avec près de 1000 visiteurs attendus, l'ASBEL a invité officiellement les ministres de la formation professionnelle qui a promis d'y être et participer aux 20 sujets à débat prévus comme thème principal, les corridors sud de l'RDC SADC, projets à développer et opportunités d'affaires. Les experts des deux parties ont été conviés à maintenir un contact permanent pour la matérialisation d'un cadre permanent d'échange. Et les petits exploitants agricoles pourront désormais être sécurisés à travers les premiers produits d'assurance agricole et climatique. Ce produit du programme national de développement agricole va bénéficier à plus ou moins de 300 000 petits exploitants agricoles enregistrés au registre national des agriculteurs. C'est le ministre de l'Agriculture qui a procédé au lancement de ces produits. Marie Kalong. La République démocratique du Congo fait face à des perturbations du calendrier agricole dues au choc climatique, ce qui rend désagréable le travail abattu par les petits exploitants agricoles, de la mise sur pied du premier produit d'assurance agricole et climatique par le Programme national de développement agricole. En effet, les bénéficiaires inscrits au registre national des agriculteurs créé par le PNDA pourront recevoir le soutien technique et financier en cas de choc climatique. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchel-Moutombe, qui a présidé cette activité, a félicité le PNDA qui vient de doter la RDC de son premier modèle de plan de contingence climatique pour le secteur agricole. J'apprécie le fait que le PNDA soit un programme ambitieux
digne de notre pays et qui concrétise la vision du chef de l'État qui prône la revanche du sol sur les sous-sols. Et pour le directeur général de l'autorité de régulation du contrôle d'assurance en RDC, en sigle ARCA, le lancement de ce produit agricole est une démonstration éloquente du progrès et du bien-être collectif. Grâce à cette nouvelle donne, le secteur des assurances vient de franchir une étape significative dans le souci de garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire, de réduire la pauvreté, de créer des emplois et de renforcer la stabilité macroéconomique. Ce produit d'assurance agricole a été développé grâce à l'assistance technique de la Banque mondiale, partenaire du gouvernement. Avec ce produit d'assurance agricole, le PNDA veut faire de l'agriculture un business. À noter que ce premier produit d'assurance agricole et climatique en RDC est accessible, fiable et bénéfique à tous les exploitants agricoles. La culture comme vecteur pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo, c'est sur cette note que Kinshasa a célébré la journée mondiale de la culture africaine. Une matinée de réflexion a été organisée en mémoire de cette journée ratifiée par l'UNESCO, occasion de revisiter l'histoire de la culture africaine. Eric Kabamba pour les commentaires. Ce 24 janvier 2025, le ministère de la Culture, Art et Patrimoine célèbre la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Une journée marquée par la signature d'un protocole d'accord avec le comité international Otabenga pour les projets de création d'un mémorial en hommage à cet ancien esclave qui a réclamé toute sa vie rejoindre sa terre natale, la République démocratique du Congo. L'événement s'est poursuivi par une matinée de réflexion dans la salle de conférence de l'Institut national des arts, réunissant des professeurs, des représentants d'organisations internationales, des professionnels de la culture, la directrice de cabinet adjoint du chef de l'État et une représentante du comité Otabenga venue des États-Unis. Sous le thème international, préserver et promouvoir les héritages ancestraux, un élan de fraternité intergénérationnelle, cette journée ratifiée par l'UNESCO a été une occasion de revisiter l'histoire, de renforcer l'identité culturelle et de plaider pour une paix durable dans l'Est de la RDC. Nous ne cesserons de saisir chaque tribune pour dénoncer l'inacceptable, plaider pour la paix à l'Est de notre pays et soutenir nos compatriotes meurtris par des conflits inhumains, leur imposés. Le directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes, accompagné du directeur général adjoint, a échangé avec une délégation de l'Office national de l'emploi. Il était question de travailler sur une éventuelle collaboration entre ces deux établissements publics pour promouvoir la création d'emplois de jeunes. Edith Chala. Au centre de leurs échanges, un seul objectif, asseoir un cadre de collaboration pour la promotion de l'emploi en général et celui des jeunes en particulier. Les directeurs généraux du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, FSPJ, Joseph Mouimukendi, et celui de l'Office national de l'emploi, ONEM, Fanon Beyangombe, se sont accordés pour travailler ensemble autour des questions qui touchent à la problématique de l'emploi en RDC. Nous allons travailler sur le projet de protocole d'accord qui nous a été déposé et pour ce qui concerne le fonds spécial, c'est la promotion de l'emploi des jeunes. Le directeur général de l'ONEM a salué l'esprit d'ouverture ainsi que l'essence managériale du directeur général du FSPJ, Joseph Mouimukendi, qui sans hésiter s'est montré très favorable à un tel partenariat bénéfique pour la jeunesse congolaise. L'ONEM étant celle de pouvoir faire la promotion de l'emploi, de savoir publier régulièrement les statistiques sur l'emploi. Et donc cette obligation nous a poussé à venir solliciter la collaboration également du Fonds spécial parce que la question de l'emploi intéresse et tient tout le monde, tous les employeurs tant du secteur public que privé. Notons qu'une commission paritaire constituée des experts du FSPJ et ceux de l'ONEM sera mise en place sur le projet d'un protocole d'accord afin de fixer les détails devant sous-tendre leur collaboration mutuelle. Et voilà qui met fin à ces journaux coordonnés par Souzingoyi, réalisé par Mamita Bangoulou et Maxime Antroyukwa. La partie technique était assurée par Joseph Nzinzo, Eric Djoké, Émile Zola et Ribin Koumbi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité est fixé à 13h30 avec Robert Ndaye à la présentation. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir.